l'évolution des principes défensifs que je souhaite voir mettre en œuvre. Donc on va travailler avec 2-5, celui qui est le plus habitué donc, va travailler avec moi, et les 5 joueurs en rouge s'entraînent régulièrement avec le groupe pro. Dedans il y a 2 joueurs qui sont pros, Hugo et Axel, mais Thomas ne s'entraîne qu'avec nous, et Arnaud et David sont également souvent présents avec nous, donc connaissent pas mal des choses qui vont être évoquées ce soir. Donc on va se mettre en place tout de suite avec une situation donc avec 2 joueurs au bloc, donc dans les noirs, les rouges vous allez être défenseurs puisqu'on parle de défense collective et que c'est donc vous qui allez être les cobayes. Donc les noirs, vous mettez en attaque, donc 2 joueurs intérieurs, puis en bas et les chars. Tu prends le ballon, ok. Voilà, c'est un positionnement qui est préétabli, qu'on choisit, simplement pour montrer les positions. Donc déjà, les premières règles importantes dans nos principes défensifs. Et certaines d'entre elles vont pour vous être une évidence, d'autres peut-être un peu moins. Vous voyez, dans les positions qui sont prises actuellement, par exemple, la position d'Axel Toupane, c'est très bien, c'est très bien. Pour une fois, c'est très bien. C'est une position qui ne me va pas. Pourquoi? Parce qu'il est placé, donc la balle est au-dessus de la ligne des lancers francs, et dans mes principes défensifs, c'est aussi un repère très important. Lorsque la balle est au-dessus de la ligne des lancers et lorsqu'elle va être en dessous. Lorsqu'elle est au-dessus de la ligne des lancers francs, tous les défenseurs non porteurs doivent être ligne de passe. Ça, c'est une règle très très importante. Là, en l'occurrence, attends encore, patience. En l'occurrence, Axel n'est pas ligne de passe. Il est ligne panier. Il est entre son joueur, le joueur qui le défend, et le cercle. Mais il n'est pas entre la balle et son joueur. Donc il n'est pas ligne de passe. Donc il n'a pas respecté. Donc il va respecter pour vous montrer ce qu'on attend. Vas-y, mets-toi. Voilà. Là maintenant, il est ligne de passe. C'est-à-dire que si jamais, c'est comme toi, Théo, si Théo passe le ballon à Valentin, il va pouvoir intervenir et l'objectif qu'il a, c'est pas on ne veut pas intercepter toutes les balles, c'est de casser les timings de passe. Donc l'objectif d'Axel, c'est que Théo soit obligé soit de reculer, le mieux pour nous, soit de partir en backdoor, mais en tout cas ne pas lui laisser faire la passe qu'il souhaite. Donc si tous les joueurs ont cet état d'esprit, on va forcément obliger le porteur de balle à hésiter. Et on sait que les temps d'hésitation pour l'attaque, c'est des temps forts pour la défense. Donc ça, c'est notre premier principe. Ce qui est vrai pour Axel et pour Hugo à l'opposé, l'est aussi pour Thomas et David. Et ça, autant ces comportements-là sont relativement faciles à obtenir, autant pour les gros, qui sont souvent un peu paresseux, un peu tranquilles, c'est beaucoup plus dur. Souvent sur ces situations-là, vous observerez des joueurs qui seront côte à côte, mais qui ne seront pas ligne de passe. Donc il faut faire la chasse à toutes ces passes verticales qui arrivent facilement sur les joueurs intérieurs. Normalement, ça ne doit pas pouvoir arriver. Alors, avec Thomas, ça n'arrive pas, je vous rassure. Il est concentré, vigilant. Vous verrez qu'il saura les contester. David aussi? C'est sûr? On verra. On surveillera. Donc être légèrement au-dessus et contester cette ligne de passe. Quels sont les objectifs généraux de notre défense? Le premier, bien évidemment, fermer notre raquette, fermer l'accès de notre raquette. Donc, pourquoi est-ce que c'est important d'être ligne de passe dans ces situations-là? C'est très facile à comprendre. Dans la position qu'Axel avait tout à l'heure, si Hugo se met dans la même situation, vous vous apercevez que Théo, lorsqu'il va jouer un contre Arnaud, a beaucoup de place. Arnaud a un couloir de 1 contre 1 à défendre qui devient immense. D'où l'objectif de le réduire. Donc c'est pour ça qu'on demande, entre autres, j'ai parlé déjà de limiter le jeu de passe, l'objectif est également de limiter les couloirs de 1 contre 1. Dans cette situation-là, donc très important, à la fois de couper, mais aussi donc de limiter les couloirs de 1 contre 1. Pour limiter les couloirs de 1 contre 1, on pourrait très bien
demander à Axel de se rapprocher de la raquette. Là, vous vous rendez compte que là aussi, et Hugo fait pareil, dans ce cas-là, effectivement, Axel et Hugo permettent à Arnaud d'avoir à défendre moins de surface. Mais dans ce cas-là, le problème, c'est que Axel et Hugo permettent à Théo de faire autant de passes qu'il veut. Et ça ne nous plaît pas. Donc, pour avoir les deux objectifs, ralentir le jeu de passe et fermer les couloirs de 1 contre 1, une seule possibilité, défendre dans les lignes de passe. Donc ça paraît simple. Mais je peux vous dire que ça ne l'est pas. Parce que déjà, vous avez vu en plus la position que j'ai prise, si Axel maintenant prend une bonne position, Hugo aussi, ça, je préfère le faire de façon ouverte à la balle. Et ça va être aussi quelque chose qui va revenir tout au long de la soirée. Aujourd'hui, dans le basket européen, on va parler de ça, on va laisser la NBA de côté, mais même en NBA c'est aussi ça. Dans le basket européen de très haut niveau, de plus en plus, la majorité des équipes défendent ouvert à la balle. Ma génération, il a parlé du temps où je jouais, la génération de beaucoup ici, on avait tendance à l'époque à fermer, à être dans cette position-là, à couper les couloirs, mais à donner priorité à son propre joueur ou à sa propre joueuse. Aujourd'hui, on est de plus en plus à donner la priorité à la balle. C'est la balle qui va marquer le panier, c'est la balle qui pénètre, et ainsi de suite. Et pour réagir, comme tout va très vite, de plus en plus, les joueurs et les joueuses sont de plus en plus athlétiques, il est important de pouvoir réagir vite. Et pour réagir vite, il faut voir la balle. Je pense que si vous demandez aux jeunes joueurs dont j'ai parlé tout à l'heure, le commentaire que je fais le plus souvent à l'entraînement, c'est voir la balle. Voilà. Dès que j'en observe un qui, pendant 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, va se détacher du ballon, il est dans le collimateur. On ne peut pas bien défendre collectivement, puisque là on parle de défense collective, sans que les joueurs ne voient la balle sans arrêt. Et donc c'est des comportements qu'il faut sans cesse développer. On verra après, par exemple, sur toutes les coupes, à l'opposé de la balle, celles qui ne vont pas vite, on observe très bien, et ça m'embête de citer les joueurs, mais vous prenez par exemple notre petit bonheur américain Kevin Anderson, et si j'en parle à l'aise, c'est qu'aujourd'hui il progresse beaucoup, mais au début de saison, il dribble de l'autre côté, bien par là, il était capable de cette position-là, vas-y Valentin part à l'opposé, il était capable comme ça de partir là, hop, et après de se remettre en position. Ben ça c'est un comportement déviant. Si on veut avoir une défense collective de qualité, dans tous ces déplacements à l'opposé de la balle, qui sont lents et donc faciles à contrôler, remets-toi Valentin, il est important que tous ces déplacements défensifs, vas-y, soient faits voilà, en position, en attitude. Donc là j'emploie un autre terme qui est très important, c'est attitude. Toutes les positions dont on va parler maintenant, avant de les faire jouer et de les faire évoluer, les joueurs vont les respecter plutôt correctement. Ils les connaissent, ils les maîtrisent, et ils seront dans des positions qui, globalement, vont être satisfaisantes. Par contre, ils n'auront pas forcément, en même temps, les attitudes satisfaisantes. À savoir, par exemple, Axel Toupane, qui est un garçon qui va assez vite, rapide, qui a des... Vas-y, allonge tes bras. Qui a une envergure qui est au-dessus de la moyenne. C'est très compliqué, il est assez faible au niveau des épaules, il a du mal à garder les bras ouverts. Vous regarderez, souvent il est comme ça. Donc là, il y a combien d'envergure? 2m10, 2m15, voilà, 2m10, 2m15, très respectable, mais il ne s'en sert pas. Donc il faut lui faire la chasse pour qu'il sorte les bras. Depuis qu'il les sort, il nous fait des interceptions dans les matchs. Avant, il n'en faisait jamais. Donc c'est pas un détail. Et c'est pas un détail, d'autant plus si tous les joueurs respectent le même principe. C'est-à-dire que si c'est un joueur qui utilise les bras, vous n'avez pas beaucoup de résultats par rapport à ça. Mais par contre, si tous les joueurs utilisent les bras, il y a des résultats. On a parlé tout à l'heure du match de samedi, qui bien sûr me fait plaisir, mais il me fait plaisir, pas seulement la victoire. La victoire, ça peut arriver de battre une bonne équipe, parce qu'elle n'est pas très bonne, parce que ce qui me fait plaisir, c'est certaines des choses qu'on a réussi à faire et qu'on était tout à fait incapable de faire en début de saison. La SIG, après 10 matchs cette année, on était la plus mauvaise équipe, je ne parle pas d'hier Toulon, je les considère à part, donc la 15e, on va dire, la 15e équipe dans les interceptions. L'équipe qui interceptait le moins de ballons, on ne touchait pas de balles. Donc ne toucher pas de balles, ne pas toucher de balles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
il n'y a aucune utilisation des bras. Vous n'êtes jamais dans la ligne de passe. Et donc le critère, c'est les interceptions. On en a fait 12 samedi. Et pas du hasard, c'est-à-dire que sur toutes les situations de pick and roll, l'activité de bras était bonne, et les joueurs qui étaient dans les passes les plus proches du pick and roll étaient toujours prêts à être dans la ligne de passe. Il y a des fois où des joueurs étaient complètement seuls, loin de la balle, mais c'est une volonté de notre stratégie défensive, et cette volonté-là, elle ne peut être gagnante que si justement on a cette activité de bras. Donc ça c'est important. On va tout de suite le montrer, les positions, ok? Vous n'allez pas piquer la balle, vous allez laisser les passes se faire, vous allez vous écarter un petit peu en poste bas les deux intérieurs, à peu près 1 mètre, 1 mètre 50 de la raquette, mais les intérieurs vont quand même respecter le fait d'être ligne de passe, et on va faire bouger la balle, et dans chaque mouvement de la balle, vous allez à chaque fois adapter vos positions. D'accord? Allez, on y va. Là, on adapte ses positions, t'étais plus ligne de passe, toujours ligne de passe, sauter dans les temps de passe. Ok, stop. On va aller un peu moins vite dans les temps de passe et on va insister sur plusieurs choses. Garde la balle Théo, mets-toi en défense arme. Joueur porteur, très simplement, cadrer les appuis. Aucune orientation où que le ballon soit. Simplement quand la balle va être dans les mains de Pierre Bas là-bas, comme il est en ligne de fond, vas-y donne-lui la balle, on pourrait avoir l'impression, cadrer, face à lui. Voilà, face à lui. On pourrait avoir l'impression qu'on oriente vers la ligne de fond. C'est pas vrai. Ce que je veux, et souvent, vous voyez ce qu'il a fait, c'est qu'on commence à se tourner, ou des fois, quand ils sont là, ils orientent vers le panier, jamais. Face à son joueur. C'est ce qu'on demande, d'accord? Cadrer les appuis du porteur de balle. Ça, c'est la première chose. On donne la balle à Théo, s'il te plaît. Ensuite, et c'est l'un des grands principes d'une défense collective, chaque fois que la balle bouge, tous les défenseurs doivent bouger. Et ils doivent bouger quand? Et ça, c'est le deuxième très grand principe de notre défense. Ils doivent bouger dans le temps de passe. Et ça, c'est fait que de façon, je dois dire, très moyenne. Vas-y, passe ta balle. Voilà. Sauter à la balle. Premier objectif pour Arnaud, lorsque Théo fait sa première passe, on verra que lors d'un déplacement, on donne la balle, saute. En sautant déjà, il enlève le passé bas. Il ne va pas laisser passer devant lui, et surtout il va réduire l'espace pour Anthony. Anthony aura du mal tout de suite à pénétrer. Et il faut ne surtout pas le faire a posteriori. C'est-à-dire que souvent ce que font les joueurs malheureusement, et là j'insiste parce que j'ai entendu qu'il y avait des entraîneurs de jeunes, c'est quelque chose, ça au niveau des minimes, ça se travaille. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre, parce que si vous attendez, après ceux qui vont récupérer les gamins, ils ne vont pas le faire. Et ça, il faut être intransigeant là-dessus. C'est un exercice très simple, tu sautes dans la passe, hop, et tu viens. D'accord? Maintenant, on redonne, et pas, tu vas pénétrer Anthony sur le vent. Là, pénétrer, hop, venir, fermer, ça non. L'aider à reprendre, il est banni, il est proscrit. Donc on va voir tout à l'heure dans une deuxième situation où il y aura une sortie d'écran, on verra la défense sur le curl, qui est un des grands classiques aujourd'hui dans le basket moderne. On verra justement que la capacité à se replacer dans le temps de passe, c'est ce qui permet d'être vraiment ensemble. Alors que si au contraire, Arnaud, lorsque Théo fait la passe à Anthony, il réagit que dans l'action agressive d'Anthony, notre défense va très vite être désarticulée. Je vous explique pourquoi. Fais ta passe, bouge pas, pénètre. Il fait ça, et Théo il bouge comme ça. Impossible de récupérer son joueur. D'accord? Maintenant, il va faire correctement, redonne-lui la balle. Il saute dans la passe, tu pénètres, on fait la passe, on revient. Là, il doit être en reprise. Dans un cas, il est en aidé à reprendre, personne ne peut aller dans deux directions. Alors que dans le deuxième cas, dans celui qu'on souhaite, si Arnaud bouge dans la passe, même si Anthony fait un aller-retour avec Théo, il a la capacité à revenir. Donc tout ça, c'est excessivement important. C'est vraiment pas un détail, parce que dans tout ce que vous allez entendre par la suite, vous allez voir que c'est un principe fondamental qui régit un peu notre défense.
le fait de bouger dans les temps de passe, c'est ce qui fait la différence entre une défense bonne, on va dire, qui peut être organisée, et une excellente défense. Quand vous regardez les matchs d'Euroleague, très haut niveau, les parties du top 16, Final Four, les matchs, on a parlé tout à l'heure de l'équipe de France, au niveau international, eh ben c'est un principe constant. C'est-à-dire que toutes les équipes respectent ça. Si vous ne le respectez pas, vous êtes mort. Vous êtes mort. Parce que si vous n'utilisez pas les temps de passe pour vous replacer, vous allez toujours courir derrière les adversaires et en aucun cas vous allez pouvoir anticiper les choses. Donc ça c'est vraiment fondamental de l'enseigner. Mais l'enseigner, bien sûr, on peut faire des exercices dessus. Il faut en faire. Dans un premier temps, je parlais des jeunes tout à l'heure, il faut en faire des choses très simples, sur des simples passes et balles. Et après en mettant un troisième, en le faisant décaler encore plus, apprendre même à 2 passes, 3 passes, à se décaler, toujours bouger. On doit toujours être en mouvement. Mais ça n'est pas suffisant. Après, c'est l'exigence que vous allez mettre dans les séances à 5 contre 5. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez faire du 5 contre 5, être capable de reprendre les joueurs sur ces principes-là. Axel, est-ce que je vous parle de ça régulièrement aux entraînements? Alors, merci. Il n'est pas obligé de dire oui quand je pose une question, si c'est pas vrai. Mais c'est vraiment très important. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut sans cesse rappeler aux joueurs. C'est pas naturel, il ne faut pas croire. C'est plus facile pour le joueur quand son mec a fait la passe, tranquille, j'attends. Et à mon sens, c'est une des choses les plus importantes pour construire une défense solide. Après, on va parler de pick and roll et tout ça. Vous pouvez avoir des choix. Il y en a qui préfèrent défendre en protection, d'autres qui préfèrent défendre en show-up, d'autres qui préfèrent contenir. Libre. Chaque coach peut faire ses choix, il peut avoir plusieurs défenses, peu importe. Mais au niveau de la cohérence défensive, de sa cohésion, ne pas respecter ce type de règles, pour moi déjà, la défense elle est morte avant même qu'on ait commencé. Donc ça c'est vraiment des choses importantes. Vous allez maintenant à chaque fois respecter un temps d'arrêt, et les rouges, vous allez vraiment respecter des bonnes attitudes, des bonnes positions. D'accord? En utilisant les bras, en montrant les bras, et en vous déplaçant à chaque passe. On y va, allez on y va. On ne touche pas les balles, mais on montre à chaque fois. Comme si on allait la piquer. Un peu plus vite au fur et à mesure. Voilà, un peu plus vite. On accélère de plus en plus. Bien, bien. Ok, très bien. D'accord? Donc ça c'est vraiment la base. Maintenant on va se mettre sur un système diamant. Donc Pierre Bas et Charles, tu es là, tu vas venir ici, Valentin, et Anthony, tu vas te démarquer en bas. Vas-y, vas-y. Voilà. Ici, système diamant. Système 1. D'accord? Tu te mets au-dessus, défense, pareil. Tu vas sortir d'un côté ou de l'autre. Peu importe, on va montrer. Tu fais la passe. Et à l'opposé, donc tu vas t'écarter, tu vas monter déjà. Là, tu vas t'écarter après dans la passe. Là, ici, avec tu peux faire un écran flair éventuellement à peu près dans cette zone-là. D'accord? Vous avez compris? On donne la balle. Là. Déjà, premier principe. Défense cadée, pas de contact, on laisse le mec se démarquer, il fait ce qu'il veut. Premier principe, contact. Déjà, on ne laisse pas faire l'attaquant ce qu'il veut. Donc, par exemple, si on sait, ça après c'est de la tactique, si on sait qu'il préfère sortir de ce côté-là, du côté du pivot, on va le faire sortir de l'autre côté. On ne va pas lui laisser le choix. On va l'orienter de façon à ce qu'il sorte par là. La règle est toujours la même. La règle fondamentale, c'est balle au-dessus de la ligne de lancer franc, ligne de passe. Donc, il est important que Thomas soit au-dessus de l'écran. Pourquoi? Parce que s'il est au-dessus de l'écran, déjà, il va essayer de le pousser, cet écran. Donc là, je lui laisse le choix, en fonction de sa capacité, à être fermé, mais en voyant la balle, bien sûr, ou, s'il est vraiment fort sur les appuis, à descendre et à pouvoir faire descendre l'écran. Ce qui nous permettra ensuite de parler de la défense des écrans non porteurs. Mais pour l'instant, on est simplement sur une défense de cœur. Dans cette situation-là,
Thomas donc va avoir comme responsabilité, excusez-moi, c'est le micro, comme responsabilité de défendre ce que j'appelle le petit cœur. Ça veut dire quoi le petit cœur? Ça veut dire que quand Anthony va sortir, puisqu'on ne lui aura pas laissé le choix, okay, il va sortir ici, il y a beaucoup de zones à utiliser. Si Anthony sort très large et qu'il va quand même après dans une action d'agressivité vers le cercle, ça c'est un grand cœur. C'est une zone que Thomas ne peut pas défendre. Thomas, s'il sort jusqu'ici pour aider Hugo, il va être pris par son propre joueur. Donc ça serait déraisonnable. On revient. Par contre, si Thomas, comme il le fait parfois à l'entraînement, défend à l'intérieur de son joueur, même si Hugo a empêché d'aller à l'opposé, qu'Hugo est tout près de son joueur, il n'empêche que là, il y a une zone de non-droit qui appartient à tout le monde. Là, c'est la responsabilité de Thomas de repousser Anthony. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, ça arrive tout le temps. Ce système-là, je ne sais pas si vous avez... Toutes les équipes l'ont, quasiment en proie, je l'appelle le diamant, toutes les équipes pratiquement ont ce type de système, avec parfois plusieurs options. Donc il est très important que Thomas, son travail, c'est d'être dans l'espace et de façon proactive, c'est-à-dire qu'il anticipe. Je ne veux pas voir ça par exemple, être là, et quand le mec arrive, hop, faire ça. Si jamais je fais ça et qu'en même temps lui, il avance, bah oui, on va donner une ouverture et un panier. Donc ça, c'est pas bon. Ce qu'il faut, c'est qu'au moment où ils sortent, je suis au-dessus. Si jamais Pierre Bas s'en va, de toute façon, il n'y a pas d'écran. Donc on ne parle plus de la même chose. Vous comprenez? Il faut y être avant, de façon à ce qu'Anthony soit obligé, d'aller au-dessus. D'accord? Ça, c'est le premier travail. Si Thomas respecte ça, le deuxième travail, c'est le travail d'Hugo. Et ça, c'est un défaut souvent que les joueurs ont aussi, c'est que des fois, votre grand, il fait bien son petit show en étant donc, là où on le veut, en anticipation, et le joueur qui suit le joueur extérieur, lui, il chasse l'attaquant. Là, non. Hugo, à ce moment-là, lui, il doit couper la ligne de curve. C'est-à-dire que si Anthony va là-bas, bah, il aura toujours le temps de le récupérer. On ne veut pas faire une interception, là. On veut être le plus près possible. Par contre, au moment où Thomas va se retirer, comme moi j'ai fait aller Anthony un peu plus haut, et ben Hugo il va se remplacer. On ne donne pas de curl, parce que le curl c'est l'agressivité, le curl c'est ce qui va vers le cercle. Et notre objectif global de la défense, c'est d'empêcher tout ce qui va vers le cercle. Ce qui va vers le cercle, c'est du pourcentage, c'est des possibilités de faute, c'est des possibilités de marquer intérieur facile pour les adversaires. On refuse. Donc ça, c'est très important d'avoir cette coordination-là. On revient là-bas. Au niveau d'Hugo, et il commence à bien le savoir, parce qu'il en a quand même entendu pas mal au début de saison, il sait qu'il doit vraiment pister. Déjà au départ, il doit être costaud, il doit être gainé. Quand on dit on ne donne pas de choix, pourquoi j'ai parlé de la défense cadet? S'il se met comme ça et qu'il laisse Anthony travailler, à la moindre feinte, il va prendre beaucoup de retard. S'il prend beaucoup de retard, la petite aide qu'on demande à Thomas à l'arrivée, elle sera insuffisante. Hein, Thomas, il ne va pas pouvoir l'aider pendant 1 seconde et demie. Donc il faut absolument qu'Hugo, il accepte d'avoir un petit retard, mais il faut limiter ce retard. Donc on a parlé déjà de ne pas donner les deux côtés. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est le gainage. C'est-à-dire que quand il interdit un côté et qu'il pousse Anthony de l'autre, il faut qu'il s'attende, c'est quand même pas le monde des bisounours, à ce qu'Anthony, à un moment donné, il puisse peut-être s'arrêter, il puisse le pousser un peu, même si c'est dans la limite de la règle, mais c'est quand même ce qui se passe. Donc il doit toujours anticiper justement ce qui va se passer. Si Hugo se positionne comme il l'est actuellement, il y a toutes les chances qu'Anthony, déjà il essaie quand même d'aller de l'autre côté, donc il va falloir résister, et puis au moment où Hugo va résister, il va falloir qu'il soit fort, gainé, de façon à ce que quand Anthony va accélérer par là, il puisse vraiment être derrière. Donc ça se travaille. Nous on le répète beaucoup. En début de saison, je peux vous dire que on répète ça tous les jours. C'est des exercices quotidiens. Parce que c'est long à acquérir. Ça paraît, c'est très simple dans la conception,
mais après il y a la réalisation. Si vous prenez 1,50 m de retard, c'est ce qui se passait avec Hugo au début de saison. Pratiquement toujours 1,50 m de retard au niveau de l'écran. Après, il n'y a plus rien à faire. Parce que si c'est le grand qui doit se substituer au retard qui est consenti par le joueur extérieur, à un moment donné, vous allez payer, c'est-à-dire que le grand, il ne sait pas trop quoi faire. S'il n'y va pas, le mec, il sort, il a la balle, et après, il ne pourra rien attaquer. S'il y va, l'intérieur va flasher, et dans les deux cas, vous donnez quelque chose qui est facile aux adversaires. Donc, c'est vraiment important, là, de s'arracher. Je pense, en minime, en cadet, il faut avoir beaucoup d'exigences sur ce type d'exercice. Je trouve qu'il n'y en a pas assez. Voilà, je vous le dis franchement comme je veux. Et je ne parle pas de la scie et ça. J'ai vu des cadets évoluer avant au camp, à Villeurbanne, et je trouve, on parle du basket français, c'est-à-dire qu'on n'est pas assez exigeant sur ce type de situation. Vous prenez l'Espagne, qui est la meilleure nation européenne, chez les masculins, ils sont exceptionnels. Les Espagnols jouent 50% du temps sur ce système-là. Les systèmes Moyen-Navarro, c'est ce système-là. Donc, comment dire, qui commence un peu différemment, parce qu'il y a une remontée d'abord pour faire remonter le passeur, mais après il va se positionner au milieu et il a le choix de sortir d'un côté ou de l'autre. D'une part, il sort à 200 à l'heure, mais de leur côté aussi, défensif, ils ont la même exigence, c'est-à-dire qu'ils sont comme des chiens fous à suivre le joueur qui va sortir. Ils font un travail sur les démarquages, que ce soit sur les aspects offensifs ou défensifs, qui est énorme. Nous, on y vient, mais on est en retard. On est en retard, et je pense que ça commence avec la formation. Ce que je vous dis pour Hugo, ce travail-là, il a été fait. Moi, je connais le centre fédéral, je connais l'entraîneur qui s'occupe du centre fédéral, et je sais qu'il le travaillait aussi. Donc, si lui avait ces problèmes-là au début, ce n'était pas un problème de faire les choses, c'est-à-dire qu'il les faisait. C'est un problème d'exigence. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ce n'est pas fait, il faut mettre une cartouche. Pour que le mec, à un moment donné, il se dise, finalement, c'est vraiment important. C'est pas que du flanc, il y a vraiment quelque chose derrière, il faut le faire. Et vous voyez après que ça monte, la preuve, lui, il en est l'exemple parfait, c'est qu'aujourd'hui, il n'a plus 1,50 m de retard, en tout cas pas souvent. Parce qu'il est de plus en plus concentré, vigilant, dur. C'est-à-dire qu'au début, quand il se faisait pousser, et il est costaud, c'est pas parce qu'il a 18 ans ou 19 ans, il est costaud. Mais quand il se faisait pousser au mois de septembre, il reculait d'1,50 m. Maintenant, il ne recule pas. Et bientôt, peut-être même qu'il avancera. Et en tout cas, c'est notre objectif. Et donc, ce sont des choses importantes. Arriver à résister, à passer, et courir le plus vite possible, se faire petit au moment du passage d'écran, en engageant l'épaule et en coupant la ligne de cœur. Voilà. Ça, c'est l'objectif. Ok ? Donc ça, c'est important d'y parvenir, de se replacer, il donne la balle, et dès qu'il a la balle, cadrer. Pour mon ami Thomas, pourquoi est-ce que c'est aussi important d'être au-dessus, au départ de l'écran? Fais ton écran là, non mais c'est un écran voilà, comme ça. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est important pour défendre le cœur. Je vous en ai parlé et j'insiste pas là-dessus maintenant. Le deuxième point. Qu'est-ce qui se passe quand le joueur sort s'il n'a pas eu le cœur? Il sort à 45 degrés. Qu'est-ce qu'il va chercher en premier, le plus souvent? Soit pénétrer, soit faire une passe intérieure. Si le joueur défend en dessous de la ligne ici, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se tourner et hop, là je vais être obligé de réagir. Le plus souvent, c'est trop tard. Sauf si vous êtes plus costaud, sauf s'il y a un rapport de force qui vous est très favorable, mais un rapport de force égal, c'est indispensable d'être au-dessus de façon à pouvoir contester tout de suite. Thomas, on prend ta place. Ici. Si Thomas a bien défendu, donc il a défendu le petit cœur, dès que la balle arrive ici, il est prêt à contester. Comment est-ce qu'il va contester? En gardant, en toutes circonstances, son appui arrière, derrière, Pierre, tourne-toi, demande la balle. Voilà. Ça, c'est une bonne contestation. Le bras dessus, donc appuyé, mais pas les deux appuis. David, par exemple, c'est un spécialiste de contester, d'être comme ça. Bon, là, si vous faites ça, techniquement,
Là, vous êtes passé devant. C'est-à-dire que vous acceptez de passer devant. Autant le faire carrément, mais ce n'est pas une défense 3/4. Moi, je souhaite une défense 3/4. Donc, si défense 3/4, il faut garder un appui derrière. Remets-toi comme tu étais, Thomas. Mauvaise défense, là, non, mais un peu l'appui, là, juste là. Là, c'est la même chose. Vous êtes vulnérable. Si Pierre Bas, il est plus costaud que Thomas, c'est presque mort. Il va le pousser. Là, ce soir, par exemple, David a fait cette erreur à l'entraînement. On faisait des séquences de 4-4 défensives, là, sur des principes comme ça. Et il jouait contre Max Giormelli, qui est à peu près 2 fois costaud comme lui. Là, comme il passait les 2 pieds au-dessus, Max Giormelli le mettait à la ligne à 3 points. Et donc après, il y avait une passe levée et c'est mort. Donc c'est indispensable. On veut gêner, on veut contester. L'arrivée de la balle doit être difficile, mais on ne veut pas se suicider. Donc il n'est pas question, sous prétexte de vouloir contester, de ne pas pouvoir défendre si jamais il y a une passe. En défendant 3/4, en gardant l'appui derrière, on a la possibilité de réagir dans la passe. On la gêne. L'objectif que je fixe à mes joueurs, c'est gagner 1 mètre. Je ne veux pas qu'ils aient la balle au bloc. Le bloc, là, vous savez, c'est ce petit rectangle ici. Il ne faut pas qu'ils aient la balle au bloc. Il faut qu'ils aient la balle 1 mètre à l'extérieur de la raquette. Parce qu'on a organisé, une fois que la réception de la balle va être faite à l'intérieur, pour céder. Mais le problème, qu'est-ce que ça va être? Je vais vous montrer après. Le problème, si la balle, elle arrive en zone de confort, tout ce qui va venir après dans la défense va devenir très dangereux. D'où l'importance que cette contestation fasse en sorte que la balle arrive à peu près 1 mètre en dehors de la raquette. Fait la passe. Si la balle arrive ici, et qu'il était donc en position 3/4 avec le pied arrière derrière son joueur, il a la possibilité, dans le temps de passe, de se repositionner, de se replacer, et donc de défendre. Pourquoi est-ce que c'est important d'essayer de faire sortir l'attaquant pivot de sa zone de confort? Parce que nous, on digue. Diguer, ça veut dire sauter à la balle, ça on le fait toujours. On saute, comme a fait Hugo, il va sauter, il va être entre son joueur et le joueur intérieur. Vous comprenez bien que si Pierre Bas, il a la balle au bloc, on allonge la distance entre Anthony et Pierre Bas. Et donc on met en situation inconfortable Hugo. On lui demande quand même, quand c'est le cas, ça arrive en match, quand les intérieurs ne contestent pas bien, la balle arrive en situation très favorable, nous on vient quand même. Nous on n'est jamais fermé. Jamais fermé, jamais là. C'est important. On protège notre raquette. On ne veut pas se suicider, mais on ne veut pas non plus donner à main contre un aux joueurs intérieurs. Et au-dessus de tout, on ne veut pas donner une situation claire et limpide aux joueurs intérieurs. Si Hugo, dans la passe, il reste collé à son adversaire direct, Pierre Bas, il met pas longtemps à comprendre qu'il va pouvoir jouer tout seul. Il y a un nombre très important en Pro A de joueurs intérieurs qui, s'ils sont dans une situation facilement identifiable, vont s'en sortir très bien. Il y a un joueur qui a joué ici, je me souviens par exemple, Claude Marquis. Claude Marquis, s'il peut utiliser 10 dribbles, il est très fort, il va marquer. Par contre, si vous le mettez dans une position incertaine, d'hésitation, où il ne sait pas si le joueur va venir complètement ou à moitié, je peux vous dire que ça descend très vite. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je vais vous donner un exemple, mais ça pourrait être beaucoup d'autres exemples. Beaucoup de joueurs sont comme ça. Donc c'est important qu'Hugo navigue. Comment est-ce qu'on lui demande de naviguer? Je vais utiliser un autre mot très souvent, dans la responsabilité. Voilà. L'objectif de la construction de notre défense collective, c'est malgré tout, même si la défense est collective, de rendre les joueurs toujours plus responsables. C'est très important, c'est un paradoxe. Défense collective, ça ne veut pas dire défense qui aide à tout bout de champ. Mettez-nous ça dans la tête. Il y a beaucoup de joueurs souvent qui vont demander, mais là, si je suis battu, qui est-ce qui va m'aider? Mais le but déjà, c'est de ne pas être battu. Ça, c'est très important. Là, en l'occurrence, comment est-ce qu'on aide sur cette situation de jeu? Déjà, on a respecté, vas-y, redonne-lui la balle, la première règle. Je saute dans la passe. Hop, je saute, voilà. Et je me mets en position. Après, Hugo, il a une match-up. Là, il défend un shooter. Le petit jeune, là, c'est un bon shooter. Donc, il faut faire attention. Il est dangereux, en plus, il shoot vite. Donc, il doit le savoir. Il le sait.
il a eu sur sa fiche, il sait qu'Anthony est capable de mettre des paniers et il n'a pas besoin de beaucoup de temps pour ça. Donc il va être vigilant, il va faire attention. Et plus il va se rapprocher de la balle, plus il va essayer de revenir dans la ligne de passe. Donc là, on est encore sur l'activité de bras. Je vous dis clairement qu'au niveau de la cible, on a encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine-là et que je ne suis pas du tout satisfait de ce qu'on peut produire. Mais on y travaille. Et en répétant, et je suis certain qu'à un moment donné, on va voir évoluer les choses. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus actifs. Et avec les jeunes en particulier, qui sont toujours plus réceptifs, parce que forcément, ils ne sont pas encore formés complètement, et donc ils sont plus sensibles à ce type d'information, je pense que l'activité de bras, là, est très importante. Après, par rapport au post-op, il y a plusieurs possibilités. Moi, ce que je demande aux joueurs, c'est de le faire dans le dribble. C'est-à-dire que tant que le joueur n'a pas dribblé, pas le saut. Le saut, il est tout de suite. Là, il y a une passe, hop, il a sauté, il est en attitude. Prends les attitudes. On atteint ton courage. Ok? Ça, c'est toujours immuable. C'est-à-dire, passe, hop, je saute, je suis dans l'espace. Après, ce qui peut varier, selon les coachs, moi je vous dis, je ne demande pas avant le dribble. Parce que si on vient dans le dribble, même les intérieurs qui ne sont pas trop passeurs, ils sont capables de ressortir la balle. Alors que lorsqu'ils ont commencé à dribbler, la plupart d'entre eux, ils ont des œillères et ils ne pensent plus qu'à une chose, c'est aller au cercle. Et donc là, c'est beaucoup plus rentable de venir, vraiment d'intervenir, de dissuader. La difficulté et la chose à éviter, c'est ce que j'appelle le suicide. C'est-à-dire que même lorsqu'il commence à dribbler, là, c'est de tourner le dos à son joueur. C'est pas ce qu'on demande. Ça s'appelle une prise à deux, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est faire hésiter l'intérieur et apporter une aide à Thomas. Donc c'est de l'activité. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, plus Hugo va venir près du ballon, plus il va vite reprendre en sauter de l'autre côté, dans l'autre direction. Je vais prendre ta place parce que je te trouve un peu mou. Ok? Plus il va venir là, il va travailler toujours. Là, je viens sur le dribble et j'essaye de venir sur la ligne de passe. Et ce travail-là, il est très important. Et vous ne gagnez pas tout le temps. Des fois, il est possible que vous tombiez sur Erasem Lorbeck, et au moment où vous allez venir, il va vous faire la passe qui va passer au ras de l'oreille. Mais Erasem Lorbeck, il n'y en a pas dans tous les clubs. D'accord? Il y a aussi des joueurs qui sont un peu moins bons passeurs, et c'est souvent rentable. Mais il faut le faire, et c'est un effort très conséquent, colossal, parce que le joueur, c'est sûr que souvent, quand il y a la passe intérieure, c'est plus facile de rester là et d'être spectateur, que d'être tout le temps en mouvement. Mais si vous avez tous vos joueurs qui le respectent, le jeu intérieur s'en trouve forcément beaucoup plus compliqué. En position. Pour le joueur qui défend le jeu intérieur, ici, on lui demande de faire monter Pierre Barre vers la ligne de lancer franc. Ça ne s'appelle pas donner le milieu, attention. Donner le milieu, c'est tranquille, vas-y au milieu, va faire ton petit hook. Non, c'est vraiment l'envoyer justement dans le trafic. Où sont nos aides défensives? Elles sont là, on l'envoie là où il y a du monde, dans le trafic, sans lui donner la possibilité de tourner. Ça, c'est un objectif. Donc en étant fléchi, en étant équilibré. On a le droit, c'est la règle, d'avoir un appui, un avant-bras, verrouillé dans le dos de l'attaquant. Donc on l'utilise volontairement. Et on essaye de vraiment répartir cet avant-bras. C'est-à-dire pas le mettre, souvent l'erreur que nos grands font, c'est de pousser l'attaquant d'un côté ou de l'autre, et l'attaquant s'en sert pour faire un spin, pour revenir, parce qu'il sent qu'il y a un déséquilibre. Il faut vraiment que Thomas soit équilibré. Ça lui donne un contact, il n'y a pas la volonté. Par exemple, s'il pousse là, comme il était tout de suite, si Pierre Bas prend bien l'information, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, partir vers la ligne de fond. Donc il faut vraiment que Pierre Bas, il n'ait pas d'info. Je me souviens d'un joueur que j'ai coaché, qui était un excellent intérieur, qui s'appelait Sandro Nicevic. Il me disait qu'en Croatie, donc l'école des pivots, ils faisaient des exercices, les yeux fermés, avec le coach qui poussait d'un côté ou de l'autre du dos,
et qu'il devait partir justement du côté opposé à la poussée. Et donc c'est... Parce que j'étais toujours étonné de la façon dont il arrivait à enrouler. Il faisait 2,10 m, il était, je sais pas, il faisait 120 kg. C'était quand même pas le plus rapide du monde. Et malgré tout, il désarçonnait souvent ses défenseurs. Et il me disait, je me sers, il dit, ils veulent tous me pousser pour résister, mais souvent ils le font de façon déséquilibrée, soit d'un côté, soit de l'autre. Et moi, en fonction du côté où ils poussent, je pars de l'autre côté. Et après, donc, il m'avait montré comment ils avaient procédé, et je faisais pareil avec mes jeunes intérieurs. À l'époque, j'avais Alain Kofi, et on travaillait ça beaucoup. Et finalement, c'est très intéressant. Et donc, défensivement, c'est l'inverse. Il ne faut pas donner d'informations à l'attaquant. Il faut que la poussée, elle soit uniforme. C'est simplement un contact, et après, il faut emmener le joueur intérieur vers le haut. À l'opposé, on parle là d'une défense classique, c'est-à-dire pas de prise à deux, simplement une défense classique. À l'opposé, on est dans ce cas-là, ligne de passe, d'accord? Ligne de passe. Ligne de passe. Là, en l'occurrence, mon ami David est un peu irresponsable. Alors, à votre avis, pourquoi est-ce qu'il est un peu irresponsable? Je vous écoute. Monsieur de Simmer. Hein? Alors Charles, tu fais ce que tu allais faire. Ça, c'est la mort dans une défense. Donc on a un principe de base, c'est qu'un intérieur côté faible, bord de raquette, est toujours contrôlé. Donc par exemple, si Valentin était plus bas, il est clair que dans ce cas-là, mon ami Axel peut s'asseoir fléchi, sur les genoux du pivot, et dans ce cas-là, David peut avoir cette position-là. Mais lorsque, décale-toi un peu par là, lorsque Valentin est en haut ici, comme on doit être ligne de passe, dans ce cas-là, eh bien, mon ami David, il doit toucher son joueur. De toute façon, ça ne change rien d'être là ou d'être un mètre à côté. Je vous le dis, quand vos joueurs ils vous disent le contraire, c'est juste qu'ils sont en train de se reposer. Ils ne veulent pas être responsables et assumer leur travail. Et quand vous leur demandez ce qu'ils foutent, ils vous disent « mais j'ai des... » Mais t'aider quoi? Rien du tout. L'aide telle qu'on l'apporte ici sur cette situation-là, elle ne vient pas d'une prise à dos par le milieu. Elle vient de notre digue qui réduit l'espace du 1 contre 1. Si on veut faire prise à dos, on va le faire par le fond et on va en parler après. Donc en l'occurrence, il n'y a pas d'aide particulière à apporter de la part de David. Par contre, on sait ce que nous coûte l'irresponsabilité de ce joueur-là. Lorsque on a ses venus poste haut, on redonne la balle là-bas, et c'est la même chose quand la balle est ici. Quand la balle est ici, ce qu'on veut absolument contrôler, c'est le poste haut. On ne peut pas demander à Thomas de faire un gros effort pour contester cette passe-là et laisser la balle arriver poste haut facilement. C'est pas cohérent. Donc c'est un des principes fondateurs de notre défense, d'avoir cette responsabilité à l'opposé. Qui va gêner cette zone du poste haut? Mon ami Arnaud, en particulier quand la balle va être en bas, mais garde la balle. Mon ami Arnaud et les deux joueurs à l'opposé. C'est leur responsabilité. Si la balle est là, Axel, il gouverne le haut avec David. Donc David, il peut se faire un peu surprendre, mais quand même pas beaucoup. S'il se fait un peu surprendre, Axel doit être capable de faire un geste et de se replacer. Et le joueur qui est en haut, c'est la même chose. Celui qui incarne le mieux ça, c'est Émeric Janot. Émeric Janot, dans ces positions-là, il est toujours vigilant par rapport au poste haut. C'est-à-dire qu'il ne va jamais être juste comme ça. Non, il sait très bien que dans cette situation-là, où on défend un joueur qui est tête de raquette, bien sûr, on est responsable de son joueur, bien sûr, on est responsable de fermeture d'espace sur le 1 contre 1, mais on doit aussi avoir une vigilance sur tout ce qui se passe en arrière. Donc la position là, en fait, c'est je vois, je regarde, là je suis prêt à jaillir, je suis prêt à intervenir, mais je regarde aussi, et si jamais il arrive là, je vais fermer un peu et hop, me replacer. Et Brick le fait très bien. Arnaud commence à le faire aussi, parce qu'il apprend, on répète. Donc
ça c'est important. Mais ça ne saurait en aucun cas dispenser David Acker d'être responsable de son joueur. N'est-ce pas, David? Hein? Donc quand il monte, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais quand il monte? Voilà. Contestation. Contestation. Son travail, là, contestation. Ce qui est bien, c'est une contestation basique. Contestation, voilà, comme ça. Voilà. Ouvert, toujours le même principe, ouvert au ballon. Et donc la balle ne peut pas arriver là facilement. Ça, c'est fondamental. On parle bas. On a maintenant, si on a couvert la passe, le problème du drive. D'accord? Donc, on a parlé du drive sur le curl. Il est essentiel sur le curl que le joueur du milieu saute dans la passe. On donne la balle là-bas. On repart. Retourne-toi. Positionne-toi correctement. Un peu plus haut, s'il te plaît. Voilà. Ok, tu sors et tu vas essayer d'attaquer le milieu. À la passe, hop, voilà. Vous voyez, ce qu'a fait Arnaud, fondamental. Réduire l'espace. Si Arnaud ne saute pas, même si Thomas a bien travaillé, même si Hugo a fait l'effort pour se replacer, l'espace est tellement important qu'il va demeurer une fenêtre de pénétration. Il faut la réduire. Et qui peut la réduire? Le joueur meneur. Dans tous ces systèmes-là, par exemple, souvent, les coachs adverses, pour ouvrir cette fenêtre, demandent au meneur de jeu de jouer très loin. Personnellement, c'est une des situations où j'ai tendance à dire à mon meneur de jeu, décroche, viens défendre la ligne à 3 points, de façon à respecter cette fermeture d'espace. De toute façon, on sait ce qui va se passer. Donc, soit vous avez un meneur de jeu exceptionnel en défense qui va gêner vraiment, qui va être gêné. Si c'est lineman, par exemple, laissez-le là. C'est intéressant quand même, parce que le mec, pendant qu'il est occupé à protéger sa balle, de toute façon, il ne va pas faire la passe parfaite et souvent il va casser le timing tout seul. Si votre défenseur il est moins brillant, c'est intéressant d'être là, et au moment où la sortie d'écran arrive, commencez déjà à reculer et à venir. On a joué les Allemands, par exemple, en 2009, pas l'année dernière, ils avaient un système où systématiquement ils curvaient sur ces situations-là. Volontairement. Ils jouaient avec le meneur de jeu, ça s'appelait Schafarzik, qui jouait à 12,50 m, et on avait fait l'erreur. Comme on voulait mettre beaucoup de pression en première mi-temps, on était en pression très forte, et ils nous ont curlé pratiquement à chaque fois. Après, on a corrigé le tir, on a dit, écoute, tu le laisses dribbler tout seul du terrain, et tu viens ici, et par contre, chaque passe, fermeture. Donc ça, c'est très important, systématiquement. Et comme je l'ai dit en début de l'intervention, ça ne doit pas se faire a posteriori, ça doit se faire dans la passe. Parce que ce qu'on veut éviter, c'est l'aller-retour. Si Arnaud n'intervient que lorsqu'Anthony pose son premier dribble en direction du panier, il suffit que Théo s'éloigne, et après il y a un décalage. Et ça, on ne veut pas. On veut que, même s'il y a passe de Théo à Anthony, puis d'Anthony à Théo, Arnaud soit capable de reprendre son jeu. D'accord? On va le faire. Démonstration. Vitesse moyenne, vous n'êtes pas très chaud, refroidi surtout, mais quand même qu'on puisse voir. Vas-y, un peu plus vite quand même. Hop, on prend. Voilà. Donc, il est bien défendu, donc il faut que tu sois un peu plus rapide, Anthony. J'ai dit que tu étais rapide. Allez. Voilà. Arnaud, c'est très bien. Ok, on recommence. Donc, maintenant, on est vraiment dans les notions. Dans les notions de défense collective. Et donc, en même temps qu'Arnaud va aller faire ça, Axel Toupane va vous faire voir ce qu'il aurait dû faire la fois précédente, mais qu'il n'a pas fait parce qu'il faisait la sieste. À ce temps-là, c'est même plus la sieste. Il a commencé sa nuit. Ah, il peut faire beaucoup mieux que ça. Il peut faire beaucoup mieux que ça. Et bien, il va sortir ses bras. Ça va lui servir d'entraînement. Ou... Voilà. On y va. Voilà. Déjà, c'est déjà mieux. C'est-à-dire que pendant que son collègue va aider Hugo, eh ben lui va aussi feinter. La cohésion défensive, elle vient de ces petites actions-là. C'est-à-dire, on en parlera tout à l'heure sur les notions de pick and roll. Lorsqu'on est agressif sur la balle au moment du pick and roll, c'est important que les autres joueurs
utilise les feintes. Les feintes, souvent dans l'esprit des gens, ça n'est qu'une action offensive. Il y a des feintes en défense aussi. Et là, en l'occurrence, quand Arnaud fait la passe, quand Arnaud vient un peu dans cet espace-là, même s'il revient très vite, quel est le danger? Si Théo reste là, pas de danger, il va reprendre. Le danger, c'est la coordination, la synchronisation, Arnaud qui saute dans la passe et Théo qui s'éloigne. Mais si Théo s'éloigne, il se rapproche du prochain défenseur. Après, vous avez le mauvais défenseur, celui qui pense qu'à sa gueule et qui va s'occuper que de Valentin à l'opposé. Et vous avez le bon. Si vous jouez contre l'Espagne, vous pouvez être sûr que ce mec-là, lui, il sait quel est son travail. Être entre les deux derniers. Et souvent, quand vous regardez les vidéos par exemple, les deux derniers, ils sont souvent pas très éloignés l'un de l'autre. D'où l'importance de la mobilité offensive. Ce sera l'occasion d'une autre intervention. Mais en l'occurrence là, si Théo s'éloigne comme ça et que Valentin reste là, vous apercevez que la distance là, elle n'est pas importante. Donc en même temps que Anthony pose son dribble, il faut qu'Axel montre quelque chose. Axel, il n'est pas les deux pieds dans le même sabot. Là, il est actif. Et parfois, le simple fait de faire ça et ça, eh ben Anthony, il le voit arriver là. Il se dit, merde, peut-être qu'il fait la passe. Et hop, je suis revenu. Donc ça, c'est des comportements qu'il faut développer. Si on veut que sa défense soit active, anticipe et ne subisse pas. Donc c'est des comportements à développer au quotidien, dans des situations très simples. Par exemple, on pourrait très bien dire que David et Richard soient éliminés, on joue à 4, on fait beaucoup de choses à 4, et on a systématiquement une sortie d'écran de ce côté-là. Et après, on travaille les comportements d'Hugo, de Thomas, et d'Arnaud et d'Axel, en insistant sur telle ou telle chose, en disant, par exemple, on accepte la sortie d'écran, on va toujours passer au-dessus, et lorsque Anthony va vouloir curler, on doit interdire le curl. On y va. Allez, tu suis, tu le pousses, et Hugo, t'essayes d'être avec, pousse-le, fort, on se replace, voilà. Vous avez vu qu'Axel, il n'y a même pas la dernière passe à l'arrivée. Vous ne pouvez même pas passer la balle à Valentin. Donc je vais vous dire l'inverse, ça va peut-être vous intéresser, même si ce n'est pas le sujet de l'intervention. Donc moi, en attaque sur ce type de situation, je demande à Valentin de jouer backdoor. Pourquoi je demande à Valentin de jouer backdoor? Pour empêcher Axel de gêner la passe à l'opposé. Si la plupart du temps, les joueurs, ils restent dans les espaces. Le problème, c'est qu'ils autorisent le dernier défenseur à avoir un rôle. Si vous partez backdoor, il n'y a plus de dernier défenseur. Donc vous recréez un avantage en attaque. Mais bon, c'est déjà, là on est déjà dans une autre évolution. On recommence, on refait encore. Dessus, Thomas, hop. Allez, c'est passé. Si Anthony fait petit curl, là, et Thomas, il faut surveiller ce coup. Très bien. Parfait. Donc là, on a des bons comportements. Donc on recommence, on y va, et maintenant, tu vas sortir, d'accord, et tu vas donner la balle intérieure. Allez, on y va, la même chose, la même vitesse. Hop, sauter, attention, vas-y, bouge après, bouge. Ouais, il faut qu'il soit encore. Vous pouvez toucher les ballons, hein. C'est normal d'être derrière là-bas. Quand la balle, elle va à Valentin, qu'est-ce que tu fais? Donc vous voyez, c'est très intéressant, c'est pas pour m'en prendre à David. David est très faible dessus. C'est-à-dire que David, souvent, réagit une fois que la balle est arrivée à destination. Mais c'est pas le seul problème de David, il y a beaucoup de joueurs comme ça. Mais il doit beaucoup progresser là-dessus. C'est-à-dire que là, il y a eu une passe, Théo, Valentin va dans le corner là-bas. Là, stop, la balle. Donc là, il était placé, comme je vous ai dit tout à l'heure, ici, donc à peu près, ligne de passe. C'est-à-dire que si jamais la balle était arrivée à l'intérieur, il pouvait la couper, d'accord? Mais le problème, c'est que dans cette passe-là, il n'a pas bougé. Donc il s'est retrouvé derrière. Et donc comme il était derrière, il a dit tiens, je vais aller derrière.
Bon, là, ça va. Le match-up, il arrive à contrôler. S'il joue contre, je ne sais pas, Alexis Aginsa, par exemple, c'est fini. La soirée est terminée. Alors que si, vas-y, mets la balle là-bas, là, s'il est au-dessus, vas-y, et qu'il fait son travail, là, normalement, il bouge. Quand la balle arrive, tu es déjà placé. D'accord? Alors, on recommence. On s'applique un peu plus, les rouges, pour avoir des vraies attitudes. Non. Basketteur. Joue à cette tête. Voilà. Allez, on y va. Allez, Hugo. Passe-toi. Oui. Voilà. Attention de ne pas aller trop loin, parce qu'il y a shooter. Si t'emmerdes, ça va faire à moi. Allez. Bien, les bras, l'activité de bras, équilibré. Se déplacer, bien, le seul, oui. David, c'est beaucoup mieux. Pas de poste haut, pas bloqué. Ok, compact. Hop, et Thomas s'est fait baiser. Ok, et voilà. Et on recommence. Donc, la même chose, Anthony. Tu vas attraper la balle et tu vas attaquer la ligne de fond. D'accord? Tu vas attaquer la ligne de fond. David, sois prêt. D'accord, attention. Bougez, reposez. Ok? Qu'est-ce que vous avez constaté sur la dernière action? Est-ce que ça vous satisfait la dernière action dans la face intérieure? Est-ce que Thomas il était en train de contester? C'était plutôt correct. Dans la passe, est-ce que vous estimez qu'il se soit replacé de façon satisfaisante? Peut-être, hein, je ne dis pas. Vous avez raison. Normalement, il doit se replacer, il doit envoyer le mec en haut. Et là, il a presque ouvert la ligne de fond. Parce que dans le temps de passe, il n'a pas assez bougé. Il faut bouger davantage pour respecter. Ça, c'est un premier point. Pierre, tu ne vas pas sortir tout de suite quand il va partir à la ligne de fond. D'accord? Qu'on puisse montrer. Vas-y, Anthony, sort. Là. Pardon? Ah, d'accord. Attends.